Alors, merci Jeff, Monsieur le Président, membres de l'exécutif, mes camarades de l'exécutif de la CSN. Il y a des représentants aussi des fédérations, des conseils centraux qui sont présents, la camarade présidente du Conseil central, Québec-Chaudière-Appalaches, qui vient de vous adresser la parole. Militants, militantes, délégués, les salariés du mouvement. Ça me fait extrêmement plaisir d'ouvrir ce 43e congrès de la Fédération. Je me disais en m'en venant hier que les premières armes que j'ai faites comme militant syndical, c'est bien sûr à la Fédération des affaires sociales, à l'époque quand j'étais président du syndicat des employés de l'hôpital Charles-Lemoine. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les gens de Charles-Lemoine-Champlain qui sont quelque part ici dans la salle, oui, derrière, bien sûr. Et je me disais que, dans le fond, le plus bel apprentissage pour un militant ou une militante syndicale, c'est justement d'aller à l'école de la démocratie CSN, qui n'est pas toujours simple, hein, on le sait comme militant, militante, dans nos syndicats. Comment c'est pas toujours facile de répondre efficacement et adéquatement, parce que les travailleurs et les travailleuses sont extrêmement exigeants avec nous et c'est normal. Mais en même temps, dans notre façon de pratiquer la démocratie puis de mener les débats à la CSN et à la Fédération et dans l'ensemble des fédérations de la CSN, c'est non seulement la plus belle école de formation syndicale et politique, mais c'est sûrement le meilleur véhicule, surtout dans un contexte d'austérité où on remet en question les programmes, les services publics, l'État social qu'on s'est donné. Je sais que pendant le Congrès, on va même débattre de démocratie. Je vais avoir la chance de participer à un panel avec l'ancien président de la CSN, Gérald Larose, sur la question de la démocratie aujourd'hui. Mais je pense que même si aujourd'hui, on a l'impression qu'on a de moins en moins de pouvoir comme citoyens et citoyennes, puis de travailleuses, travailleurs, que ce soit à l'endroit de nos conditions de travail ou nos conditions de vie en général, la meilleure façon d'assurer la garantie de notre engagement militant puis de la démocratie en société, surtout en termes de démocratie participative, c'est d'aller dans nos assemblées générales de syndicats, puis c'est de participer au congrès de nos organisations. Et je pense que cette semaine, on va encore faire la démonstration qu'à la CSN, on est effectivement capable d'avoir des débats. On peut avoir des divergences sur des questions, même fondamentales, mais en même temps, l'esprit de solidarité dans lequel on est capable de mener les débats, c'est la marque de commerce de la CSN et de la Fédération. Et dans ce sens-là, je pense que c'est le meilleur gage de notre action syndicale. La présidente du Conseil central en a glissé un mot. Aujourd'hui, le gouvernement va revisiter ses annonces sur le plan des finances publiques et sur le plan de l'économie. Bon, évidemment, le Québec a enregistré des surplus beaucoup plus importants que ceux qui étaient annoncés. On parle de 1,8 milliard, mais n'oubliez jamais qu'on a dédié 1,5 milliard au remboursement du Fonds des générations pour aller au remboursement de la dette. Je le mentionne parce que vous avez certainement été invité jusqu'à maintenant à participer à la démarche que la CSN initie vers le prochain congrès où on aborde un certain nombre de thématiques. Et la question des finances publiques est une question pour nous qui est fondamentale. Et ce qu'on dit à la CSN, et c'est ce qu'on va marteler dans les prochains mois et les prochaines années si les gouvernements n'entendent pas raison là-dessus, c'est que toute la stratégie qui est déployée par l'État québécois depuis les sommets socio-économiques de Lucien Bouchard en 1996, c'est de nous mettre dans une situation qui va devenir ni plus ni moins que de l'austérité permanente. C'est-à-dire que quand le gouvernement fait le choix de baisser les impôts, il y a un militant syndical cette semaine qui rappelait à juste titre que si on avait les mêmes taux d'imposition pour les entreprises et les individus que ce que l'on a connu à l'époque des sommets socio-économiques, il y aurait 8 milliards de plus dans les coffres de l'État québécois. Alors que là, le gouvernement va parler de réinvestissement à la hauteur de 300 millions par année, peut-être pour accoter les coûts de système. Et dans quel secteur d'activité, on verra, là, en fonction des annonces qui seront faites. Mais la situation des finances publiques au Québec, que l'on parle du retour à l'équilibre budgétaire ou qu'on parle de la dette de l'État québécois, elle n'est pas catastrophique. Le drame, c'est qu'on a inculqué cette idée-là de façon générale dans la société québécoise depuis une vingtaine d'années. Et à chaque fois qu'on livre des combats contre les mesures d'austérité, contre les compressions budgétaires, contre les réformes qui sont proposées, que ce soit en santé, en éducation, mais on est toujours pris dans cette logique-là implacable qui est partagée à peu près par tous les partis politiques au Québec. Bon, il y a peut-être Québec solidaire là, qui ne le partage pas, mais de façon générale, même quand le Parti québécois est revenu au pouvoir
pendant 1 an et demi. Les premières consultations prébudgétaires qu'on a faites avec le ministre Marceau pour le convaincre de suspendre le Fonds des générations pour investir dans les services à la population, dans les services publics, bien, c'était la rhétorique générale qu'il faut absolument rembourser la dette parce que la dette du Québec est catastrophique, alors qu'on sait très bien que quand on compare le niveau de dette du Québec avec des économies comparables, bien, disons qu'on est dans la moyenne. Et que le problème qui est posé par la stratégie gouvernementale sur les finances publiques, d'atteinte de l'équilibre budgétaire et de remboursement de la dette, comme je l'ai dit tantôt, ça nous place dans des dynamiques d'austérité permanente et on a beau annoncer des réinvestissements en santé et en éducation, mais peut-être trop peu, trop tard et pas suffisant. Et si le gouvernement va encore de l'avant avec ses stratégies de baisse d'impôts, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, bien, c'est clair que l'assiette fiscale du Québec va diminuer et c'est clair que dans les prochaines années, on va être encore confronté à des coupures de services puis des compressions budgétaires. On ne le dira jamais assez, ce sont les travailleuses puis les travailleurs, c'est-à-dire vous autres, dans le réseau de la santé et des services sociaux, qui portez les services à bout de bras. Ce matin, on était en conférence de presse avec Jeff et Ginette Landlois, la présidente de la Fédération des professionnels, et M. Ménard, Serge Ménard, qui était là pour représenter les bénéficiaires et les patients. Et il y a un journaliste qui nous a dit est-ce que le problème, c'est la réforme ou le problème, c'est les compressions budgétaires? Bien là, je dis c'est un peu à quadrature du cercle, votre affaire, parce que la réforme, elle vient avec les coupures. Puis les coupures, bien, ils accompagnent justement les mesures d'austérité, que ce soit avec OptiLab, que ce soit quand on sorte les ressources des CLSC pour les envoyer vers les GMF, ou qu'on réorganise de façon radicale les services sur le territoire en fusionnant les établissements ou en fondant les services sociaux dans les services généraux des centres hospitaliers. Puis, donc, à partir du moment où on compresse de façon majeure et que la seule ligne de conduite dans les établissements de santé, c'est de faire des économies d'échelle pour justement permettre d'atteindre l'équilibre budgétaire et rembourser la dette du Québec. Bien, peu importe la réforme qu'on mettra de l'avant, ce sera toujours des réformes qui n'iront pas dans le sens des intérêts des travailleuses puis des travailleurs, puis ça ne sera pas non plus des réformes qui vont aller dans le sens des intérêts de la population. Privatisation, sous-traitance, ça fait 25 ans qu'à la CSN, on se bat sur ces velléités de désengagement de l'État québécois. On est en train de déconstruire le modèle d'État social pour lequel les Québécois, les Québécoises, les travailleurs, les travailleuses, les militants, les militantes de la CSN se sont battus. Et aujourd'hui, on fait face à un gouvernement qui n'a aucune considération ni pour les travailleuses puis les travailleurs, puis ni pour les bénéficiaires. Et quand on annonce des baisses d'impôts, puis là, nos membres peuvent dire « Ouais, mais ça va me faire 500 pièces ou 1000 pièces de plus dans mes poches », il faut leur rappeler qu'au finish, bien, c'est eux et elles qui vont mettre la main dans leur poche pour être obligés de se payer des services spécialisés, comme c'est déjà le cas. Moi, je disais ce matin à la conférence de presse, on dit que ça fait, je pense que ça fait 25 ans qu'on dit 30 des dépenses en santé au Québec sont faites dans le privé, via des assurances ou autres. Moi, j'ai bien l'impression que si on fouillait puis si on revisitait ces études, on s'apercevrait que ça a augmenté et que la part du public est de moins en moins importante quand tu vois comment le privé se développe. Et quand on regarde de près les fondamentaux de la réforme de M. Barrette, bien, on s'aperçoit que l'objectif, il est clair, c'est de donner plus de pouvoir à des entrepreneurs privés dans le réseau de la santé, je parle des médecins et des médecins spécialistes, au détriment de la majorité des travailleuses, puis des travailleurs, puis des professionnels et des non-professionnels, et des gens qui font à chaque matin, qui se lèvent pour aller faire de façon durable et donner des services à la population. Et ultimement, bien, c'est les patients, puis c'est la population en général qui en paye le prix. Quand le docteur Barrette parlait peut-être de privatiser les buanderies de la Naudière puis de partager à Québec, on a demandé une rencontre avec M. Barrette pour essayer de faire comprendre que non seulement il n'y aurait pas d'économie en privatisant les buanderies, mais que ça nous coûterait plus cher éventuellement, parce qu'une fois que le privé a tout ça entre les mains, c'est clair que la pression va se faire à la hausse sur les prix, puis que c'est l'État qui va payer. Alors moi, j'ai dit à M. Barrette, un jour, c'est vous et moi qui allons être couchés dans les hôpitaux, malheureusement, le plus tard possible, on va souhaiter, et qui auront besoin justement de services de qualité. Et vous savez très bien, comme moi, que dans les hôpitaux au Québec, on ne peut pas s'occuper de la lingerie comme on s'occupe de la lingerie au Hilton puis au Delta à Québec. Ce n'est pas la même chose. Alors, on a besoin
de services publics de qualité, y compris dans les services, bien sûr, de proximité, mais dans les services périphériques qui font partie de la logique de base du système public qu'on s'est donné et qui est tout à notre avantage. Alors, M. Barrette nous avait dit, on ne va pas juste mesurer l'efficience et l'efficacité, on va aussi mesurer la question de la qualité. Et on a salué effectivement la décision du gouvernement du Québec de maintenir ces 2 buanderies publiques, mais le premier ministre a bien pris la peine de nous rappeler que c'était grâce à la concurrence avec le privé qu'on avait augmenté la performance de ces 2 buanderies. Alors qu'on sait très bien que ça n'a rien à voir. Ça fait 20 ans que les travailleuses et les travailleurs sont à pied d'œuvre dans les milieux hospitaliers et dans les services publics pour réorganiser le travail, pour réorganiser les services, pour avoir plus d'efficience et d'efficacité. Alors, quand bien même que le premier ministre nous vanterait les mérites de la concurrence puis de la libre concurrence avec le privé, là, ce n'est pas ça qui permet d'améliorer les services de santé et services sociaux au Québec. Donc, je pense que le combat syndical que nous menons, même s'il n'est pas simple, c'est un combat qu'on doit poursuivre. Et quand je fais le lien avec la question des finances publiques, même si souvent ça a l'air d'un débat de spécialistes, puis d'économistes, puis de fiscalistes, il faut se l'approprier. Il faut être capable d'expliquer dans nos milieux de travail, il faut être capable d'expliquer dans la population c'est quoi les impacts des gestes politiques qui sont posés par ces gouvernements-là quand ils décident de prioriser la dette du Québec puis décider de retourner à l'équilibre budgétaire plus vite que prévu au détriment des services à la population. Alors, on va, bien sûr, vers le congrès de la CSN débattre de ces questions-là, puis on va débattre aussi d'une multitude d'enjeux. Vous allez me permettre de vous glisser 2-3 mots sur la campagne que la CSN mène actuellement avec des organismes communautaires et d'autres organisations syndicales, le 5, 10, 15, là, pour revoir la loi des normes du travail et augmenter le salaire minimum. Moi, je l'ai dit au dernier congrès de la CSN et je l'ai répété dans toutes les instances du mouvement où je suis passé depuis le dernier congrès. Il faut absolument que le mouvement syndical au Québec s'intéresse à la réalité des travailleuses et des travailleurs qui sont dans le bas de l'échelle. Et ça donne que les travailleuses et les travailleurs qui sont dans le bas de l'échelle, c'est des gens qui sont au salaire minimum, puis en général qui ne sont pas syndiqués, et qu'on n'est pas capable de syndiquer parce que les employeurs ferment les McDonald's puis ferment les Walmart, ou encore parce qu'il y a du roulement de main-d'œuvre ou il y a de la précarité qui fait que les travailleuses et les travailleurs ne réussissent pas à se donner un syndicat. Et moi, je disais au dernier congrès de la CSN, et je le répète, la meilleure façon d'assurer la condition des travailleuses et des travailleurs syndiqués au Québec et la défense des programmes et des services qu'on met de l'avant, c'est de porter la voix aussi des travailleuses et des travailleurs non syndiqués. Tout le discours gouvernemental antisyndical est construit sur cette idée qu'il y a 60 % de la population qui n'est pas syndiquée, puis qui ne bénéficie pas de régime complémentaire de retraite, puis qui ne bénéficie pas de l'application d'une convention collective. Toute la charge qui est menée actuellement contre les employés municipaux, ça a commencé avec les retraites, là, c'est actuellement sur le droit même de négocier une convention collective parce que le gouvernement est en train de rebrasser complètement les règles qui régissent le droit fondamental de négocier une convention collective. Bien, ça repose sur le fait que les employés municipaux auraient, semble-t-il, une rémunération plus importante que les autres employés de la société québécoise, puis que les régimes de retraite sont plus généreux, alors qu'on sait très bien que si on a des conditions de travail qui sont acceptables dans les municipalités, puis dans le réseau de la santé puis de l'éducation, c'est parce qu'il y a des travailleuses et des travailleurs qui se sont battus pour constituer ces conventions collectives-là, puis ces conditions salariales et de travail. Alors, quand le mouvement syndical se porte à la défense de la classe des travailleurs syndiqués, c'est un mouvement syndical qui est aussi capable de porter des revendications pour les plus démunis de la société. Et moi, là, quand je vois le patronat se coaliser comme Martine Hébert de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, puis Yves-Thomas Dorval, puis M. Fortin, l'économiste, qui dit que ça va être une catastrophe pour l'économie du Québec, ça veut dire qu'on est en train de marquer des points. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde dans la population qui pense que ça n'a pas d'allure de travailler au salaire minimum, puis que ça n'a pas d'allure qu'il y ait près d'1 million de travailleurs au Québec qui gagnent en bas de 15 piastres de l'heure. Hier, on a eu une rencontre avec la ministre du Travail qui nous a dit qu'elle a fait des travaux, puis on ne sera pas déçus, puis évidemment, elle ne nous a pas fait d'annonce, là, mais qui sont en train d'écouter attentivement comment les affaires vont
vont se placer. Puis ils sont effectivement conscients au gouvernement que ça n'a pas d'allure. Il y a M. Létao qui avait dit que le salaire minimum était bien correct. On lui avait dit de descendre de sa tour d'ivoire puis d'aller sur le terrain pour voir c'était quoi la réalité. Mais là, le premier ministre a ouvert un peu sur cette question-là. Alors, on l'a réinterpellé, évidemment, en disant « Il faut absolument qu'on pose des gestes concrets. » Et toutes les études économiques sérieuses démontrent que même si on rehausse le salaire minimum de façon importante au Québec, ça va avoir non seulement un impact positif sur la condition des travailleuses et des travailleurs dans le bas de l'échelle, mais ça va avoir un impact aussi sur les conditions de travail de monsieur puis madame tout le monde, puis les conditions de vie générales, parce que ça va participer, puis ça va contribuer à l'activité économique de la société en général. C'est bien évident. Ça, c'est comme quand on faisait la négociation dans le secteur public, puis on disait au patronat, appuyez-nous. Parce que si tu augmentes le pouvoir d'achat des travailleuses, des travailleurs de la classe moyenne au Québec, bien, c'est ça qui fait rouler l'activité économique. Donc, c'est exactement la même logique pour ceux et celles qui sont dans le bas de l'échelle et qui ont besoin, évidemment, de 2, 3 puis 4 job-ins parfois pour survivre, alors qu'en 2016, au Québec, on devrait être en mesure de dire que l'ensemble de la population puis de la classe des travailleurs, elle a un revenu décent qui lui permet de vivre dignement. Donc, je le mentionne parce que c'est une campagne qui est importante, c'est une campagne à caractère syndical, mais c'est aussi une campagne à portée politique, parce que quand on fait le choix, comme l'Alberta l'a fait récemment, de monter le salaire à 15 $, ou quand des municipalités aux États-Unis ont décidé d'augmenter de façon substantielle le salaire minimum, bien, c'est parce que l'économie capitaliste dans laquelle on vit le permet, puis parce que des politiciens et des politiciennes progressistes sont capables de poser des gestes pour faire en sorte qu'on diminue les inégalités sociales dans notre société. Donc, dans ce sens-là, je vous invite fortement à poursuivre et à appuyer cette campagne-là et la porter, encore une fois, dans nos milieux de travail, puis dans nos familles en général, parce qu'il y a des questions qui viennent avec. Ça va avoir quel impact sur mon panier d'épicerie? Est-ce que l'économie est capable de l'absorber? Est-ce que toutes les entreprises vont fermer? Tout l'argumentaire développé par la coalition 5-10-15 et la CSN sur le site de la CSN nous permet de donner des réponses extrêmement claires là-dessus. Peut-être quelques mots sur la prochaine période de maraudage dans le secteur de la santé et des services sociaux. Comme on le sait, la vague de fusion a bien entendu amené le ministre Barrette à mettre en application la loi 30 qui va forcer les travailleuses et les travailleurs, je dis bien forcer parce qu'on ne l'a pas choisi, les travailleuses et les travailleurs à choisir leur organisation syndicale au mois de février dans un vote qui va se faire. Peut-être rappeler que les réformes qu'on a connues en santé depuis plusieurs années ont eu des impacts, bien sûr, sur les travailleuses et les travailleurs, mais ils ont eu aussi des impacts sur notre capacité comme organisation syndicale à se déployer puis à représenter les intérêts des travailleuses et des travailleurs. La CSN a toujours relevé ces défis-là, même si des fois on a l'impression, sans tomber dans la paranoïa, que l'exercice puis l'application de la loi 30, ça vise quasiment à affaiblir des grandes centrales syndicales comme la nôtre au profit d'un type de syndicalisme davantage corporatiste qui ne parle que de la santé, la santé, la santé, la santé. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui, bien sûr, à la CSN, on parle de la santé des services sociaux, mais on est capable de parler du monde dans lequel on vit. Et à la CSN, on est capable d'offrir un syndicalisme de type solidaire à partir des régions, à partir des fédérations, qu'on soit dans le secteur privé, dans le secteur public. Et moi, je le dis souvent, ce qui est remis en cause, c'est le type de syndicalisme que nous pratiquons. Et dans ce sens-là, je pense qu'on est capable de faire la démonstration que ce que nous proposons comme organisation syndicale, c'est un syndicalisme qui est branché sur la réalité des travailleuses puis des travailleurs en fonction des intérêts des travailleuses puis des travailleurs. On est capable, oui, de représenter des gens de différentes catégories, de différents secteurs d'activité et surtout de se donner les moyens collectivement pour être capable de défendre la classe des travailleurs qui choisissent de se syndiquer avec la CSN. Alors, c'est clair que cette période-là, même si elle n'est pas facile, même si moi je pense, puis que la CSN pense qu'on aurait pu, effectivement, vivre les réformes, même si on ne les appuie pas, ces réformes-là, tout en maintenant les accréditations actuelles. On n'est pas obligé de rebrasser tout le temps les cartes de la représentativité à chaque fois qu'il y a un mouvement de structure puis de réforme. Moi, je pense que la CSN est toujours l'organisation la mieux placée dans l'ensemble des catégories d'emploi pour assurer une défense efficace des travailleuses et des travailleurs. Et dans ce sens-là,
vous pouvez compter de façon indéfectible sur l'appui de la centrale et de l'ensemble des militants et des militantes, peu importe le secteur d'activité, les régions, pour soutenir les syndicats qui auront à faire face justement au vote d'allégeance lors du mois de février. On a déjà commencé à faire le travail sur le terrain, on a déjà commencé à donner des perspectives aux militants, aux militantes, aux travailleuses puis aux travailleurs. Et dans ce sens-là, je suis fondamentalement convaincu que nous allons sortir de cette période-là plus fort et que même si le gouvernement aimerait bien tasser la CSN ne se laissera pas tasser, la Fédération de la santé et des services sociaux ne se laissera pas tasser. Vive le mouvement syndical, bon congrès, bon combat, merci de la solidarité.